à tous. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. J'espère que tout le monde est équipé en traduction. Le panel se fera en langue française et en franglais pour certains. Je suis Faisal Bouchafra, lead sport innovation et entrepreneuriat au sein de EvoSport, IM6P. Nous avons pour objectif et ambition de créer un écosystème innovant autour du sport, un écosystème d'entrepreneuriat marocain et régional. Aujourd'hui, on reçoit M. Jean-Baptiste Alliot, du cabinet de consulting La Source, spécialisé dans le sport, le foot et différentes autres disciplines. On a avec nous Tariq Agdaï, de la start-up Sport AI, maroco-canadienne, spécialisée dans la prédiction et l'analyse grâce à l'intelligence artificielle. Nous avons enfin avec nous M. Adnan Akif, de la Fédération marocaine de football, qui est le directeur digital, transformation et innovation au sein de la fédération. On va aujourd'hui aborder un sujet qui est très intéressant. Il y aura un débat. Vous aurez la parole à la fin pour certaines questions. Le débat sera animé entre les différents intervenants, les stakeholders, de l'impact de l'intelligence artificielle dans le sport, son impact sur la performance et son impact sur l'investissement de demain. Une question qui peut se poser, est-ce que ceux qui ne mettent pas en place l'intelligence artificielle dans le recrutement, dans le fan engagement, la détection, la performance, seront dépassés d'ici 2030 ? À quel point ? Donc c'est le débat qu'on va avoir aujourd'hui. Je vais poser une petite question introductive pour nos panélistes sur certains cas d'usage qui vous ont marqué cette année au niveau de l'intelligence artificielle dans le sport. Je laisse la parole celui qui veut prendre la parole en premier. Jean-Baptiste. Okay, bon, tout le monde me regarde, pas trop le choix. Ce sera moi, désolé pour le franglais. Si je fais beaucoup d'anglicisme, je m'excuse par avance. Qu'est-ce qui m'a marqué cette année ? Deux choses, Gen AI déjà. Enfin, la façon dont on a de processer les datas et d'accéder à des datas qui n'étaient pas structurées avant, ou la façon de les digérer, d'avoir accès à différents datasets, ce qui nous permet d'avoir plus d'insights. C'est vraiment quelque chose qui est en train de changer notre industrie à tous les niveaux, que ce soit sur du on-pitch ou du off-pitch. Donc ça, on pourra en parler, je pense, après. Mais clairement, sur les capacités et ce que ça promet, c'est une bonne révolution, je pense, qui est en train de se passer. Et donc, par rapport à ta question que tu posais, je pense que la question se répond par elle-même. C'est comme si vous voulez performer aujourd'hui, mais sans utiliser de data. Je vous laisse savoir si vous allez pouvoir performer sur le pitch sans utiliser de data, et même en dehors. Puisque aujourd'hui, les sponsors ou n'importe qui recherchent absolument ça, et les équipes ont besoin de la data. Donc, moins vous investissez là-dedans, plus vous serez en retard, et le gap, il fait que s'agrandir. Donc, en fait, comme l'IA, c'est de la data, si vous n'investissez pas dans vos capacités de data et donc d'IA, qui est la couche supérieure, je pense que vous pouvez être en retard sur vos concurrents. Et l'autre chose, très rapidement, je dirais que c'est ce qu'on appelle le 3D data, donc le skeleton tracking. Donc vraiment les capacités aujourd'hui à travers un single feed de caméra à pouvoir avoir des tracking data, mais qui sont aussi sur le body positioning, ce qui permet vraiment aujourd'hui avec les capacités de processing, d'avoir un niveau de granularité de données qui est très intéressant d'un point de vue on-pitch, mais bon, on va dire que c'est que pour une partie très limitée des équipes de sports perf. Et par contre, c'est surtout ce que ça ouvre pour les ayants droit, comme des fédérations, comme la fédération marocaine, surtout ce qui est off-pitch, donc les capacités de broadcasting expérience, immersive, voilà. C'est vraiment le skeleton tracking et donc les 3D data, quand on sera en mesure de le faire at scale sur des compétitions qui ne sont pas forcément que premium, je pense que c'est ce qui va pas mal changer aussi le sport. Voilà. Merci. On va poursuivre avec Tariq, si tu as quelque chose à rajouter par rapport à quelque chose qui t'a marqué
en IA, c'est un fait, une actualité sur l'année passée? Alors, c'était pas cette année, mais je pense que vous l'avez vu à la Coupe du Monde au Qatar. On avait la capacité d'avoir de la réalité augmentée donc pendant les matchs directement sur notre téléphone. Donc, pour moi, je trouvais ça assez bluffant. Donc, ça rejoint ce que tu disais, donc la disponibilité de la data en temps réel et de pouvoir la rendre comestible pour le consommateur moyen. Donc, ça, c'est vraiment une innovation en tant que telle. Et je pense aujourd'hui, l'IA est vraiment en mesure de connecter les différents territoires. Donc, je viens du Canada, là où on a 3 heures de décalage horaire entre l'Est et l'Ouest. Donc, pour faire du scouting, l'IA nous aide énormément pour avoir des caméras automatisées qui puissent suivre les joueurs et avoir de la détection d'événements. Donc, je pense qu'aujourd'hui, une innovation qui est vraiment marquante, c'est qu'on en a parlé en off, Adnan, mais on commence à être capable de reconnaître des événements sur le terrain. Donc, c'est plus juste des buts ou des corners ou des coups francs. On commence vraiment à être capable de détecter des joueurs, de les reconnaître et de reconnaître en fait des événements assez spécifiques et de savoir s'ils ont été réussis ou pas. Donc, ça pousse un petit peu ce qu'on peut faire avec la data. Très bien. C'est allumé. Donc bonjour tout le monde. Alors, ce qui m'a marqué moi dans les 2 dernières années, donc par rapport à l'intelligence artificielle et son emploi, d'accord, dans le sport et dans le football en particulier, c'est vraiment la performance et la santé du sportif ou de l'athlète. Donc pour moi, c'était très important de voir, donc il y a 2 ans, en 2023, comment des sociétés commencent à avoir des modèles de plus en plus performants, d'accord, et à qui on peut faire confiance, d'accord. Alors pourquoi la performance et la santé de l'athlète? Alors il y a déjà une protection de la santé de l'athlète, c'est-à-dire aujourd'hui, raisonnablement et je dirais même scientifiquement, on commence à savoir quand est-ce qu'un athlète atteint ses limites ou commence à atteindre ses limites. Prédire plus ou moins les blessures, d'accord, c'est pas encore abouti, mais il y a des choses qu'on peut exploiter. Et surtout, c'est une fois qu'il est blessé, l'athlète, comment revenir sur le terrain. Ça, si on se fie juste, d'accord, aux médecins, aux kinés, aux préparateurs physiques, d'accord, il y a du subjectif, qu'on le veuille ou pas. Quand on met la data justement au service de cet athlète pour savoir s'il est réellement prêt, d'accord, là on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Quelque chose d'intéressant parce que ça intéresse les clubs. Un joueur qui ne joue pas, c'est un joueur qui coûte, d'accord. Un joueur qui va reprendre et s'il n'est pas correctement apte, il y a risque de blessure et donc c'est un peu plus grave. Donc quand on commence à mettre la data justement au service de la performance et de la santé de l'athlète, pour moi, c'est une innovation, d'accord, qui est en train de monter en puissance et que je trouve intéressante dans le monde du sport. Très bien. Très bien. Ça fait une belle transition, en fait. Je voulais vous poser une question. Là, vous avez parlé de réathlétisation supportée par la data, pour être un peu plus précise. Que fait aujourd'hui la fédération? Quel levier d'IA a-t-elle introduit pour soutenir cette analyse de la performance, la réathlétisation? Quels sont les projets de la fédération dans ce sens-là pour atteindre la performance grâce à l'intelligence artificielle? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, pour toute fédération normalement constituée, il faut l'acquisition de la data. D'accord. Donc l'acquisition de la data se fait effectivement comme mes collègues ils ont dit à travers computer vision, d'accord, les caméras, d'accord, qui sont de plus en plus intelligentes, qui peuvent nous donner des datas, des statistiques. Mais il y a également toute la partie qui va se faire en dehors des matchs, d'accord, tout ce qui est préparation physique, tout ce qui est tests médicaux, d'accord, parce qu'un athlète de haut niveau, donc il suit des tests médicaux. Il y a la préparation physique qui peut se faire également d'une manière, on va dire, logique et raisonnée à travers des séances bien déterminées qui vont nous permettre, d'accord, de récupérer de la data entre
parenthèse, il y a le GPS, les coordonnées GPS, etc., la puissance, l'accélération. Et on a également donc une composante sur laquelle on travaille de plus en plus, c'est le ressenti de l'athlète. Le ressenti de l'athlète, c'est très important, que ce soit au niveau du sommeil, l'effort fourni, est-ce qu'il a, comment il est, d'accord ? Tout ça sont très importants pour les mettre, d'accord, dans une moulinette qui est capable de prendre toutes ces informations, de connaître chaque joueur, d'accord, par son profil, parce que ce ne sont pas des datas qu'on va consommer, on prend la data et on a des résultats. Ce sont des datas qu'il faut, d'accord, acquérir sur la durée, d'accord, pour pouvoir, pour chaque profil et pour chaque athlète, d'accord, savoir comment tirer profit, d'accord, pour qu'il soit au meilleur de lui-même. Très bien. Je suppose donc qu'en bout de chaîne, cette data va servir à alimenter l'équipe nationale, elle va aussi servir à développer les talents des académies, mais aussi servir au scouting. C'est bien ça? Alors effectivement, pour la fédération, il faut savoir aussi que le vivier des talents, d'accord, des joueurs, c'est vraiment dans les clubs. Oui. Okay, donc les joueurs dans les clubs, il faut les suivre également. C'est ce qu'on a commencé à faire, c'est de mettre à la disposition des clubs professionnels, puis après amateurs, féminins, des outils qui vont leur permettre, d'accord, lors des entraînements, de collecter cette donnée. D'accord ? Une fois qu'on a collecté cette donnée, elle est utile pour le club, bien évidemment, mais elle est également utile pour la fédération, d'accord ? Parce que, comme j'ai dit, c'est un vivier de talent. Donc, quand on veut faire appel à un joueur, on a son historique, d'accord, et on continue à l'alimenter. Très bien, merci beaucoup. Je continue avec Tariq. Une question un peu plus générale en termes d'impact sur les sports collectifs en général. Qu'est-ce que l'IA a apporté, de votre point de vue de start-upper ou de TPE, sur l'analyse du sport co en général? L'analyse de la performance, tout simplement. Moi, lorsque je jouais, on avait à la limite la vidéo du match et c'était tout. Parfois des GPS, donc, et il n'y a pas si longtemps que ça. Je me souviens la première fois que je suis allé en équipe nationale au Canada, c'était en 2010, et on a reçu un CD à la fin du camp. Et merci d'avoir participé et revoyez le match si vous voulez. C'est tout. L'IA a changé énormément de choses dans le sport collectif. On a accès plus rapidement à la vidéo, et ensuite on a des données qui sont vachement intéressantes, et ça se répertorie non seulement aux professionnels mais aussi à l'amateur. Ouais. Donc aujourd'hui, une équipe amateur peut bénéficier de caméras automatiques, on en a parlé, d'avoir des données de base. Donc on sensibilise de plus en plus les jeunes à cela. Il y a quand même un piège, parce que je pense avec la génération réseaux sociaux, les joueurs, dès qu'ils ont 2-3 bonnes actions, ils vont les mettre sur les réseaux sociaux, ils vont penser qu'ils jouent un bon match. Et c'est là où nous, on intervient et on clarifie les choses. Donc, dans le sport collectif, il y a beaucoup de choses à faire avec l'IA, et il y a surtout une éducation. Donc, la disponibilité des datas, la disponibilité de toutes ces analyses font en sorte qu'il faut également éduquer les entraîneurs, les joueurs, et je pense qu'Adnan est le profil parfait pour éduquer les gens au sein de nos fédérations et au sein de nos clubs, parce que c'est pas évident. C'est pas évident de donner ce type de données-là à des joueurs ou des joueuses et aussi des entraîneurs. On reviendra à ça plus tard. Est-ce que ça remplacera l'œil humain? On aura un petit débat à la fin, une question ouverte au public aussi. La vision du spécialiste des startups, de la tech. Quels sont les spécialistes AI First qui émergent au sein des clubs, des ligues aujourd'hui, et qui apportent vraiment un levier significatif dans la prise de décision? Alors avant que j'aille vraiment dans l'IA et tout, par rapport à ce qu'a dit Adnan, c'est vraiment important. Enfin, j'espère que vous avez écouté, parce que ce qui est clé aujourd'hui, c'est avant même de penser à l'IA, penser à quelle data et comment elle est structurée et d'où viennent ces différentes informations.
La réalité aujourd'hui, que ce soit le Maroc ou même pas mal de monde en Europe, c'est que beaucoup de clubs opèrent encore avec des fichiers Excel. Il n'y a rien qui est centralisé. Les datas ne se parlent pas entre elles. Donc c'est bien, on informe le matin, le joueur il vient, il dit qu'il a mal dormi, qu'il a bien mangé. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'event data qu'on a récupéré du match de l'avant-veille? Qu'est-ce que ça veut dire avec les données de GPS tracking qu'on a réussi à avoir sur le training et la workload qu'il a eu pendant la semaine ou le mois passé? Donc, ce qu'il faut comprendre avant même de penser à AI first ou mettre une couche de AI qui est vraiment un subset on va dire du deep learning, c'est vraiment de se dire quels sont les types de data, où est-ce qu'elles sont et est-ce que j'en ai plus ou moins la propriété et qui est derrière la moulinette qui justement va me donner les insights. Alors après, si on est dans un monde parfait et qu'un club arrive à avoir des event data, tracking data, comme tu disais, off-feed, et même aujourd'hui, on voit des clubs série B, Parma, U19, donc l'académie, ils mettent en place tout un système où ils ont toutes les tracking data pour les jeunes parce que justement, ça leur donne plus de contexte. Parce que ça arrive que des joueurs touchent le ballon que 30 secondes par match. Mais en fait, c'est pas quand il touche le ballon que ça compte, c'est quand il va faire un appel, quand il va créer des espaces, et bref, différents types d'actions que les tracking data sont à un niveau supplémentaire que l'eventing permet d'avoir. Mergez ça avec du biométrique ou du biomécanique, et derrière, vous avez encore plus de sources d'informations qui vous permettent d'avoir des bonnes décisions ou une meilleure compréhension du jeu. Donc aujourd'hui, ce qui se passe côté IA, pour revenir à la question, c'est, je dirais, le volume de data aujourd'hui n'est pas le problème pour les clubs, les ayants droit, pour les fédérations. Par contre, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on la structure? Quels sont vraiment les insights qui sont utiles pour moi? Et qu'est-ce que ça veut dire sur ma détection, sur ma performance, sur mon planning de préparation des joueurs, puisque là, on est sur du on-pitch. Par contre, ce que l'IA permet de faire, et c'est vraiment très intéressant si vous êtes bien structuré et si vous avez mis les fondations en place, c'est que l'IA va de plus en plus être en mesure de raisonner, d'ingurgiter les datas et de rajouter du contexte, donc de la granularité qui va lui permettre de vous donner des recommandations ou de vous flécher des informations qui sont intéressantes. Combien de fois il y a des gens qui reçoivent des rapports, ils ne savent pas où regarder, enfin les raw data feeds, donc les données brutes, ça ne vous donne rien. Par contre, vous donnez des indications sur attention, tel joueur, il a eu tel workload, plus il a eu, je ne sais pas, 3 matinées d'affilée où il dit qu'il a mal mangé, mal dormi, plus il a fait 2-3 performances comme ci, red flag. Donc on le regarde par rapport. Donc c'est plus sur ce niveau-là où l'IA vient de manière très intéressante améliorer ça. Mais je dirais que l'important c'est quand même de faire les fondations et de bosser les fondations parce que c'est la réalité, je dirais, de 70 à 80% quand même encore de l'écosystème foot. Au sens large. Voilà. Après, il y en a d'autres sur la qualité des pelouses, il y en a sur plein d'aspects sur le côté on-pitch. Ce que je retiens du coup, c'est un besoin d'acculturation de comment utiliser la data, quelle data. Je ne sais pas s'il y a un besoin d'acculturation. À la fin, le coach est coach et le coach va décider. Et là-dessus, je rejoins aussi Adnan, on a eu le débat, et c'est pour ça que la machine ne remplacera jamais l'humain. Par contre, un humain qui aujourd'hui n'utilise pas la machine, eh ben, ça va être de plus en plus compliqué pour lui d'exister. C'est comme si vous, en tant que travailleur, l'IA, elle ne va pas vous remplacer. Par contre, un humain qui utilise l'IA, il va vous remplacer dans votre job. Et c'est un peu la même chose, je pense, pour les coachs. Aujourd'hui, même les coachs, les meilleurs qui ont un flair, qui sentent le truc, qui vous parlent de football ou autre, eh ben, ils ont quand même une armée de data analyst derrière qui leur permet de préparer les matchs, qui leur permet d'avoir la meilleure workload, qui leur permet d'avoir les joueurs dans le meilleur état aussi mental pour performer le week-end. Donc, c'est plus ça en fait. Ça ne va pas remplacer l'humain. Par contre, l'humain qui se prive d'avoir ces sources d'informations, qui peut avoir un scouting, par exemple, je prends le Maroc, quel fédé ne voudrait pas savoir quels sont les top 5 meilleurs défenseurs, attaquants ou autres qu'on voit tous les week-ends grâce à l'analyse de données qui peut être un peu plus automatisée. Donc voilà. Soit on bosse avec, soit on bosse sans, mais je pense qu'on ne pourra pas trop faire sans. C'est clair. Une petite question ouverte à tous, qui récapitule un peu ce qu'a dit Jean-Baptiste. Y aurait-il des limites? Des limites à l'automatisation de la performance? Est-ce qu'il faut les fixer? À quel niveau faut-il les fixer ou pas? Là, on crée un peu le débat, là. Alors, il y a une réalité, je pense,
où les entraîneurs, certains ont pas du mal, mais une certaine réticence. Et on en a parlé, hein, je l'ai vécu il n'y a pas plus tard que la qualification de Coupe du Monde U17 avec le Canada. On reçoit un nouveau fournisseur de données et l'entraîneur avait très mal à la tête quand on a regardé les données ensemble. Encore une fois, on parlait de l'importance des data analysts, donc je pense que l'entraîneur doit toujours prendre sa décision, il est là pour ça. Est-ce qu'on peut le supporter? Ça reste un outil. C'est un outil très performant qui permet... je donne souvent l'exemple et je l'utiliserai demain à la masterclass. Fort probablement, la plupart de vous dans la salle, vous avez vu la Coupe du Monde 2006. Moi, je l'ai suivi particulièrement parce que Zidane, c'était mon joueur préféré. Et si vous vous souvenez bien, le match finit 1-0 sur un coup franc très excentré, un but de Thierry Henry. Je vous invite demain, si vous ne vous souvenez pas de l'action, Roberto Carlos est crevé. Il a les mains sur les genoux, on est à peu près à la 56e minute. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à détecter ce type de comportement, cette fatigue physique et le remplacer tout simplement parce que là on perd un quart de finale sur une action banale. Donc je pense que l'IA pourra aider dans la prise de décision à ce moment-là. Un autre sujet que j'aborde souvent quand je donne cette masterclass, c'est il y a environ dans un match professionnel 2000 événements. Dans certains cas ça peut aller jusqu'à 3000. Un événement c'est tout ce qui est une passe, un duel, tous ces types d'événements-là. Et on a, sous différentes recherches, pu trouver que l'humain peut simplement traiter 5 bits d'informations par seconde. C'est très faible, alors qu'il en reçoit 11 millions à travers ses différents sens, visuels, auditifs. Donc c'est très faible. Donc même avec un staff technique de 10, 12 personnes, oui, il y a l'expertise, il y a certaines choses on ne va pas louper certainement, mais lorsque je vois qu'à ce niveau-là, on parle d'une Coupe du Monde et on parle de la sélection brésilienne, donc c'est une équipe, je pense, à ce niveau-là qui a quand même l'air insolite. Donc ça permet, en tant que fédération, en tant que club professionnel, de laisser passer ces occasions-là qu'on aurait pu certainement détecter. Donc je vous invite demain, on va revoir la séquence et elle est assez flagrante. Je pense que c'est le type de choses, nous en tout cas chez Spotify, qu'on veut promettre aux clients, donc qui ne se produirait plus, ou du moins qu'on aurait l'information. Par la suite, si l'entraîneur décide de laisser Roberto Carlos, parce qu'il a beaucoup d'expérience dans ces matchs-là, parce que au moins on aura eu la bonne information, puis on aura décidé d'aller de l'avant, mais Merci. Voilà. Merci Tarek. Vous aurez tous remarqué que Tarek retient les minutes, retient les événements aussi précisément qu'il y a. Donc la masterclass risque d'être intéressante demain. Aujourd'hui, donc, on a bien compris que celui qui ne se prépare pas à utiliser l'IA dans la performance, le scouting, le recrutement sera dépassé. C'est une obligation, mais il faudrait imposer des limites, la suivre et l'améliorer aussi. Un autre aspect de l'utilisation de l'IA réside dans la création de nouveaux business et le fan engagement. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est en grande croissance grâce à l'IA, le traitement de data, le profiling. J'adresse une petite question à Adnan. Au niveau de la fédération et de l'organisation des prochains grands événements, comment envisagez-vous ce volet-là du fan engagement, du suivi des profils des fans, la transformation, la redirection des fans vers vos sites digitaux, etc. Est-ce que l'IA rentre dans ce cadre-là aussi chez vous? Alors oui, bien évidemment, l'IA rentre dans ce cas de figure et elle rentre pleinement. Maintenant, comme on l'a vu au Qatar, mais même en Russie avant, il y avait cette introduction de la notion d'ID, de fan ID. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce fan, d'accord, il est unique et il a besoin d'une expérience unique. D'accord ? Donc, au Qatar, on a vu pas mal d'innovation, d'accord ? C'est-à-dire au-delà du fan ID, on a associé ce fan ID à l'obtention du visa, avoir un wallet donc, où il y a pas mal de services, d'accord, etc. Maintenant, on peut aller plus loin. Il y a bien sûr beaucoup
on va dire, de propositions ou des choses qui se font hein, par ailleurs. Je regarde par exemple le football américain. Je pense que notre ami Tarek peut nous éclairer davantage. Mais sur le football américain, l'expérience du fan, elle est très immersive. D'accord ? Donc ça commence, bien évidemment, en achetant le ticket, mais il peut se prendre en photo. D'accord ? Donc il y a la réalité augmentée donc, donc choisir avec qui il va se prendre en photo. D'accord ? Et quand il se prend en photo, on dit vraiment qu'il était avec eux. D'accord ? Donc ça vaut le détour. Hein. Donc si vous regardez sur Internet. Et puis il y a un truc qui est très important, c'est les statistiques temps réel. Ça, on l'a pas encore en football. Mais dans d'autres sports, comme le football américain... Je vois une petite réticence, mais on reviendra à ça après. On verra ça après, effectivement. Après, on a ces statistiques-là, d'accord ? Ces statistiques-là, il faut les voir dans une autre dimension. C'est-à-dire, il y a des utilisateurs, des fans, donc, qui vont juste voir ça, d'accord, pour s'amuser, passer du bon temps en famille. Et puis, on a d'autres, d'accord, qui vont faire du bet, donc qui vont effectivement aller sur les sites des paris sportifs. Merci. Où là, les statistiques, d'accord, où il y a toute cette quantité de données qui peut être intéressant, d'accord, dans l'expérience. On parle toujours de l'expérience de ce fan. Là, on a parlé que juste les datas qu'on va récupérer des matchs, etc. Après, il y a toute la partie qui concerne le fan. Et ça, il y a beaucoup d'exemples, comme par exemple la réalité augmentée, la réalité virtuelle, d'accord, qui est utilisée aujourd'hui, donc avec donc Tarek, il en a parlé donc pour Qatar. Et puis il y a tout ce qui est expérience dans le stade. Donc ça, c'est très important. Je pense que toutes les personnes qui étaient dans un stade pour voir un match de football, aller prendre un sandwich à la mi-temps, d'accord, ou même aller prendre une boisson, d'accord, ça peut nous faire rater un quart d'heure avant la fin de la première mi-temps et un quart d'heure après le début de la deuxième mi-temps. Et là, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle et également de la digitalisation d'une manière générale. D'accord ? Il y a des expérimentations qui se font par ailleurs et qui sont plutôt positives. Et je pense que pour les prochains événements, il y aura des expérimentations effectivement dans ce sens. C'est très clair, c'est très clair. Et dans la continuité, j'aimerais demander à Jean-Baptiste si tu peux nous illustrer un peu, nous expliquer un peu tes expériences ou des use cases d'expériences de fan engagement qui génèrent des revenus. Parce qu'à la fin, bon, il faut générer des revenus au niveau de ces startups ou autres données. Voilà. Si, ça marche, de nouveau. Qu'est-ce qui génère de l'argent ? Alors, je vais reprendre un peu ce que disait Adnan. J'ai des exemples concrets. Par contre, c'est plus, je repartirais, il y a les données type fan, CRM, CDP, donc ce qui est un peu existentiel aujourd'hui. C'est-à-dire que l'économie du sport, aujourd'hui, maintenant, se base sur la data. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de data, même côté off-pitch, bah, vous ne valez plus grand-chose. Donc, c'est ce que aussi les ayants droit ont commencé à découvrir. Donc, typiquement, si vous regardez... moi aussi, je vais faire de la pub. J'ai une masterclass cet après-midi, j'en parlerai. Mais le FC Barcelona, quand ils font un deal avec Spotify, ils leur demandent beaucoup d'argent. Et en fait, Spotify, ils vont voir sous le capot et ils disent, mais en fait, vous nous dites que vous avez 600 millions de fans sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais en fait, dans votre CRM et dans votre database, vous n'en avez que 3 millions de qualifiés. 3 millions, si je les convertis, moi, avec une lifetime value, en fait, ça ne me rapporte pas grand-chose. Donc, la vraie question aujourd'hui qui se pose pour le monde du sport, c'est dans quelle mesure ils arrivent à être honneurs et à capitaliser sur cette data. Tout à l'heure, on a parlé de la data on-pitch. Celle-ci peut être utilisée à des fins, par exemple, de broadcast, de betting ou autre, où là, on crée de l'argent. Donc, clairement, on a de plus en plus Sportradar, Genius, qui ont des méthodes de captation, qui utilisent ces données, qui d'ailleurs en fait payent les ligues pour avoir accès à ces données, pour accroître la rétention sur Bet365 ou Skybet ou ce que vous voulez.
Et donc là, clairement, il y a de la monétisation qui est directe. Mais pareil, sur le côté broadcast, ce sera la même chose. Tout à l'heure, on parlait de live stats. Ça existe aussi dans le foot. C'est juste qu'on est plus conservateur dans le foot qu'ailleurs et qu'on ne veut pas mettre le heart rate, par exemple, d'un joueur ou autre, ce qui est normal. On pourrait mettre une range. Mais typiquement, la viewing experience, 80% en général des revenus d'une ligue vient des droits médias, selon là où on est. Ou au moins un tiers, si vous comptez, par exemple, au niveau des clubs. Qu'est-ce qui va faire que les fans vont continuer à regarder le sport ? Très clairement, ça va être d'avoir un contenu qui est personnalisé, plus immersif, qui leur plaît. Et donc pour ça, il faut avoir à la fois les on-pitch data d'un côté, mais de l'autre côté, c'est avoir une base de données type CDP, CRM qui est enrichie avec des zéros et des first-party data. Et donc en fait, c'est là-dessus que les ayants droit doivent beaucoup travailler sur comment en fait ils récupèrent le contrôle, comment ils le structurent et comment derrière en fait, que ce soit sur tous les touchpoints, en amont du match, pendant le match ou après, comment ils arrivent à activer les fans. Donc, je sais pas, je suis fan de Roberto Carlos en 2006. Le match vient de se passer. J'ai un highlight où j'ai une newsletter qui vient avec ce joueur, où j'ai une notification qui arrive, où j'ai un drop de mon club favori. En fait, ces choses-là peuvent être réalisées parce qu'on a une connaissance sur moi, parce qu'on sait comment je m'appelle, parce qu'on sait de qui je suis fan. Et en général, c'est qu'on a mis en place un loyalty programme. Donc voilà, c'est des manières de monétiser le fan. Après, je peux rentrer plus dans le détail. Mais très intéressant et la masterclass risque d'être très très riche en informations. Petite question pour Tarek, pour clôturer cette partie fan engagement. Est-ce que ce marché de l'IA est-ce que cet aspect de l'IA ouvre de nouveaux marchés aux startups, niveau B2C, B2B? Sport AI focus sur la performance, mais est-ce que vous avez la possibilité où il faut avoir une autre technicité pour attaquer le fan engagement ou d'autres aspects de l'utilisation de l'IA? Alors, ce qui est intéressant, puis ça rejoint ce que Jean-Baptiste disait, c'est qu'on peut engager de plus en plus les fans, le consommateur. On l'a fait avec la D2 canadienne l'année passée, donc pas tous les matchs sont diffusés. Et vous le savez, c'est une génération de réseaux sociaux. Donc quand je vois mes neveux et mes nièces, je me dis qu'ils ne vont jamais regarder la télé comme nous on l'a fait. Et en fait, la fédération en fait, a décidé d'embaucher des influenceurs qui relaient en fait, ces données-là. Donc à la fin de chaque journée, les meilleurs joueurs vont être présentés, les plus beaux buts, les meilleures statistiques. Et en fait, ça permet vraiment d'engager même les gens qui n'étaient pas au match. Donc, ça permet effectivement, lorsque cette personne va décider d'aller voir un match, ils ont déjà des informations, ils vont connaître les joueurs. Et là, on parle d'un niveau semi-professionnel. Donc, on peut juste imaginer, et je pense que faisait référence Adnan, c'est que dans la NFL, vu qu'il y a beaucoup de temps d'arrêt, on voit les statistiques. La Liga a commencé à le faire. Donc, pendant que le match se déroule, on voit des statistiques. Donc, bien sûr que le fan est de plus en plus engagé. Ça permet d'atténuer certains débats pour dire que tel joueur est bon ou il ne l'est pas. Donc, ça permet d'alimenter le tout. Donc, effectivement, que l'IA aide beaucoup dans cette stratégie-là. Et il faut savoir, en fait, que dans notre cas, c'est surtout au niveau du recrutement. Je sais que ce n'est pas la réalité en Afrique, mais en Amérique du Nord, il y a un grand marché au niveau du recrutement des joueurs pour les universités. Donc, qu'on pense à différents sports, et même au niveau du foot, la MLS recrute principalement leurs joueurs dans les universités américaines. Donc, pour qu'un joueur puisse faire partie des meilleures universités, il faut qu'il se fasse voir, et oui, l'IA aide. Oui. Donc, quelqu'un qui vit à New York peut envoyer ses highlights, ses données à toutes les universités à travers les États-Unis, et ça permet à un recruteur de dire tel joueur m'intéresse, je vais l'amener, je vais lui donner une bourse d'études pour qu'il puisse jouer avec nous 3-4 ans avant de sauter en MLS. C'est clair. Je voulais juste rebondir sur un point. Je pense que ce qui est hyper important, vu qu'on est au Maroc et qu'on parle un peu d'IA, et ce que tu as dit sur des divisions 2 ou même sur des pays qui sont, on va dire, moins avancés ou des compétitions moins premium que la NBA, la Champions League ou autre, ce qui est hyper intéressant, c'est que d'un point de vue technologie, ça devient de plus en plus une commodité. Donc la data est de plus en plus facile à avoir.
Et tu me demandais des cas précis. On bosse avec des boîtes qui font du automated broadcast pour des divisions 4 ou des divisions 5, qui est limite semi-pro, voire sport amateur. Aujourd'hui, toute la fédé australienne, par exemple, ils broadcastent 3500 matchs par an, juste parce qu'ils ont un feed, mais tout est automatisé. Mais derrière, pour la fédération, c'est potentiellement, vous avez des sponsorship announcements, donc il y a peut-être Nike ou Adidas qui vient et qui dit, bah, moi, je donne de l'argent à la fédération s'il y a telle ou telle performance metrics qui arrive, il y a un penalty, il y a ce joueur a mis plus de 10 buts ou il a couru plus de X kilomètres. Tout ça, c'est automatisé. Bah, vous verrez sur votre plateforme OTT une pub qui arrive. Donc voilà les nouveaux packages. Et en fait, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être la NBA ou la Champions League pour s'équiper. Aujourd'hui, si on est relativement malin et qu'on arrive à développer son tech stack et qu'on arrive à avoir une fondation, on va dire, IT assez forte derrière, entre le build ou buy, on peut aussi s'entourer de plein de technologies, SportsAI ou d'autres, qui font du tracking. Derrière, de l'automated broadcast. Il y a aussi maintenant tout ce qui est du live translation. Donc demain, votre contenu, vous touchez peut-être l'Afrique du Nord, mais si vous voulez aussi avoir l'interview post-match ou pendant le match qui est traduit dans une autre langue ou dans un certain dialecte, bah demain, ce sera possible. Ça veut dire plus de reach, ça veut dire plus de possibilités aussi pour aller targeter ces différents territoires, donc des nouveaux packages. Et en fait, tout ce qu'on a vu il y a 5-10 ans sur NBA, NFL, Champions League, et parce qu'il y avait besoin de 16 caméras, voire 40 caméras dans le stade, parce qu'il y avait besoin de moyens de prod qui étaient énormes. Aujourd'hui, avec la technologie, avec l'IA, ça devient de plus en plus accessible, peu cher et de bonne qualité. Ce qui veut dire que beaucoup de fédérations, beaucoup de clubs peuvent en fait s'y mettre. Et pareil côté scouting. Aujourd'hui, on peut scouter presque le monde entier si on est malin en achetant les datasets et aller repérer les très bons joueurs. Ce que font d'ailleurs très bien les Européens. Merci JB. Donc on a un peu fait le tour de la performance, de l'engagement du fan et des nouveaux business models. Mais pour compléter la boucle, il reste un élément, c'est l'investissement. L'investissement et l'intérêt de la décision, enfin, des décideurs publics de mettre le paquet dans l'IA, dans un certain sens, pour l'atteinte d'un objectif précis. Je poserai une petite question à Adnan. En tant que décideur public, quels sont les critères d'évaluation que vous mettez en place pour choisir votre stratégie d'investissement dans l'intelligence artificielle ou les nouveaux outils qui s'annoncent grâce à cette nouvelle technologie? Alors, parmi les exigences, il faut déjà qu'il y ait un cas d'usage, c'est-à-dire qu'il y ait le besoin. Ce n'est pas toutes les intelligences artificielles innovantes, d'accord, il faut les avoir, il faut les consommer. Donc il est très important d'avoir des cas d'usage. Je devais donner un cas d'usage qui est quand même très parlant, et je pense que Tarek et Jean-Baptiste, ils en ont parlé. Je vais donner la vision fédération, d'accord, plutôt que fournisseur de services. Quand je prends par exemple le scouting et le suivi des joueurs, d'accord. Donc Tarek tout à l'heure, il a parlé de 3 heures, d'accord, de décalage dans le Grand Canada, qui effectivement fait que les scouts ne peuvent pas aller un peu partout. Nous au Maroc, alhamdoulilah, on a une diaspora, d'accord, qui évolue en Europe et même, d'accord, en Amérique et dans d'autres pays. Et cette diaspora, elle est riche, et elle est riche de talents de football aussi. Donc on ne peut pas juste s'appuyer sur des scouts, d'accord, on en a, mais on ne peut pas s'appuyer juste sur des scouts, d'accord, pour suivre et détecter. Ou plutôt dans le bon ordre, détecter puis après suivre. Donc il faut faire appel à de l'intelligence artificielle. Et c'est d'autant plus compliqué parce que quand on a des choses filmées, oui, on peut avoir de la donnée, on peut l'analyser, etc. Mais il y a dans beaucoup de championnats, même en France et en Europe, qui ne sont pas filmés. Oui. D'accord ? Donc, comme il a dit Jean-Baptiste, il faut être malin, donc je le comprends. Il faut effectivement être malin pour avoir cette data, d'accord ? Parce qu'il y a beaucoup de considérations. Mais une fois qu'on a cette data, on peut, d'accord, déjà faire un premier filtre. Et donc, orienter le scouting. C'est-à-dire, par exemple, bah, tiens, dans les catégories, par exemple, U15, ou U13, ou U17, ben, il y a potentiellement un joueur, d'accord, qui peut, d'accord, ça mérite d'aller le voir.
Et donc, quand on va le voir, il y a le rapport du scout. Donc là encore, un rapport donc, qui va être écrit et qui ne suit pas une logique, d'accord, scientifique, footballistique, pour pouvoir extraire la donnée, d'accord, ça ne va pas être utile. Donc là encore, on met de l'intelligence artificielle pour pouvoir détecter, d'accord, dans tous les rapports, parce qu'il y a beaucoup de rapports, pouvoir détecter l'information qui va être utile. Ça nous permet effectivement de détecter et de suivre. Parce qu'une fois qu'on a détecté un joueur, il faut le suivre. Il faut le suivre sur le temps. Le joueur, on ne l'a pas tout le temps à disposition. On l'appelle peut-être pour des stages, pour des séminaires, d'accord ? Mais la plupart du temps, il est dans son club ou il est dans des transferts, etc. Là, pour moi, c'est un cas d'usage, d'accord, qui mérite investissement. Donc, comme je disais, il y a effectivement cette composante de cas d'usage. Et puis, il y a également, on regarde par exemple sur la performance sportive, etc. Donc, on suit également tout ce qui est certification FIFA. Très bien. Parce que ça, c'est très important. Et puis, on a également notre benchmark. D'accord ? C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui va arriver avec une intelligence artificielle, une application qui utilise l'intelligence artificielle, qui répond à notre besoin, eh bien, il faut qu'on la teste. D'accord ? La tester avec nos exigences et avec nos critères. Et je peux vous assurer que le test diffère d'un club à un autre, d'une fédération à une autre, parce que j'insiste encore sur le cas d'usage. Le cas d'usage est très important. Très bien, c'est très clair. Et du côté start-up, où pouvez-vous trouver les fonds pour soutenir votre start-up auprès de fonds dédiés, fonds d'investissement généralistes, d'État, de fédérations? Comment se développe l'écosystème start-up? Dans notre cas, en fait, au Canada, le gouvernement a compris que l'IA allait être un moteur de la société de demain. Et Trump a annoncé récemment, est-ce que c'était 300 milliards pour toutes les technologies. C'est peut-être le plus grand investissement en tech pour accompagner les startups, les Microsoft, les Big Four donc de ce monde. Je pense que déjà les gouvernements commencent à s'en rendre compte c'est la réalité de demain, donc il faut avoir l'ambition d'aller de l'avant au niveau de l'IA. Ensuite, pour les startups, honnêtement, il y a quand même une différence entre le Canada et les États-Unis. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'argent à mettre dans les techs, que ce soit à travers des investisseurs privés ou des Y Combinator de ce monde. Donc c'est un incubateur qui a sorti beaucoup de pépites, donc, comme Uber Eats, Uber tout simplement, où est-ce qu'ils vont mettre $1 demi-million sur la start-up, prendre 10 à 15% et l'accompagner 2-3 ans pour l'avoir éclore par la suite. Donc ce modèle-là a énormément marché aux États-Unis. Je pense que l'Afrique peut laisser place à ça. On a une grande population, on a des gens très compétents, effectivement, très malins, pour reprendre les mots de Jean-Baptiste, surtout le Marocain. C'est une des raisons pourquoi nous, on s'est installé à Casablanca l'année passée. Le Marocain, il est compétent et il connaît son football. Donc pour nous, c'était un no-brainer. Et trouver des investisseurs, en tout cas, trouver où le sport fait fureur. Et il y aura des gens qui ont de l'argent autour. Il suffit, par contre, pour nous, je pense que c'était l'élément clé. Ce ne sont pas tous les investisseurs qui sont de bons investisseurs, surtout pour nous. On est dans un marché très niche, donc pour nous c'est très important que si on prend un investisseur, un fonds d'investissement, qu'il comprenne le sport et qu'il comprenne la réalité du sport. Donc c'est une réalité qui est très différente du B2C traditionnel. Donc pour nous c'est vraiment là. Je pense qu'il faut faire attention aussi à ce niveau-là, de prendre les bonnes personnes pour pouvoir avoir le bon accompagnement. Je comprends bien qu'ici au Maroc, il faudrait créer cet écosystème, créer l'intérêt pour les startups, je pense que c'est une passe pour créer vous. une traction. Donc c'est pour ça qu'on est là, on commence à initier le débat au niveau local pour créer cet écosystème, ce terreau, pour aboutir à la fin à du financement pour les startups, pour les industries, à être un hub, comme a dit Tarek. On a des gens très techniques, des scientifiques, et on a des fans de sport.
des spécialistes aussi du sport. Donc pourquoi pas être un vivier à start-up financé, la Sportec au niveau mondial aussi. Et j'aimerais avoir l'avis aussi de ton avis, Jean-Baptiste, sur les signaux qui sont sur le marché par rapport à l'investissement au niveau des startups. Ces signaux sont-ils positifs? Augmentent-ils? Y a-t-il de vraies transformations et un impact réel de ces startups? Je vais répondre à ta question. Je vais juste faire une digression avant, excuse-moi, Bien sûr. par rapport à ce que disait Adnan. Je me disais juste quand je t'écoutais, et c'est un peu ce qu'on a discuté tout à l'heure, je me disais, on a parlé on-pitch puis après off-pitch. Imaginez une fédé qui collecte toutes les données de scout au niveau marocain et qui connaît exactement de 10 à 17 ans les prochains talents, ceux qui sont bons et tout. Imaginez cette fédé se dit, tiens, je vais créer un Media Lab. Et plutôt que de donner des droits à Netflix ou autre, je vais bosser avec Netflix pour créer quel est le foot de demain, quels sont mes talents de demain, et je vais raconter l'histoire du foot, moi en tant que fédé, pour donner envie aux gamins de continuer à jouer au foot plutôt que d'aller faire soit de du gaming ou d'autres choses. Je me suis dit, ça, ce serait pas mal en termes de business case, ou comment on utilise aussi des besoins de la DTN et des besoins côté on-pitch, à se dire, bah tiens, en fait... ça peut être super utile à raconter les histoires et à créer des nouveaux cycles de droit, par exemple sur le côté, sur des séries, et avec le top 5 des attaquants ou des défenseurs. Bref, voilà, c'était une petite digression. Sinon, sur les signaux faibles ou sur les investissements, concrètement, dans le sport, ça continue à intéresser. Au contraire, de plus en plus, le sport est vu comme une classe d'assets, d'actifs qui est sous-performant, entre guillemets, aujourd'hui, et pour lequel, en fait... des investisseurs se disent qu'ils peuvent faire un x4, un x5 ou un x10 selon les cas. Donc en fait, un investisseur, il vient parce que lui, il se dit qu'en mettant 1, il peut récupérer 5 ou 10. Voilà, parfois il se dit qu'il va récupérer que 3, mais il viendra vous donner de l'argent que s'il sait qu'il va en récupérer 3 fois plus minimum. Donc sur les signaux faibles et ce qu'on voit, le sport, ça se porte bien. Le sport, ça se porte bien parce que les investisseurs, ils se disent que le monde du sport n'est pas encore arrivé dans le 21e siècle, au sens où on est beaucoup géré par des associations, des non-for-profit, et ils se disent qu'avec un management un peu plus professionnel, où justement on intègre la data, justement on intègre l'IA, ben en fait il y a des marges et il y a des gains qui sont assez forts. Donc clairement là-dessus, ça les intéresse. Après, d'un point de vue signaux faibles, ce dont on se rend compte, c'est si on est une start-up, c'est assez intéressant, il faut vraiment être bon. Côté start-up, c'est se dire... je commence dans le sport, mais quelle est ma thèse pour adresser d'autres secteurs? C'est-à-dire qu'un investisseur ne vous donnera jamais d'argent parce que vous êtes juste spécialisé dans le sport. Le sport, c'est sympa, mais c'est trop niche. Enfin, c'est un secteur d'activité qui est encore trop petit. Donc, dans quelle mesure vous allez pouvoir utiliser ce que vous faites dans le sport pour l'entertainment, pour le retail, potentiellement pour la santé, donc en B2B2C. Donc, c'est important d'avoir ça. Après, sur ce qui se passe dans le sport, c'est... beaucoup de sports tech, donc typiquement Huddle, Genius, Sportradar, qui rachètent en fait les mini-tech. Et donc en fait, on voit de plus en plus que ces groupes qui opèrent à l'horizontale achètent différentes techs qui viennent les aider en fait sur la chaîne de valeur à différents endroits au fur et à mesure. Donc là-dessus, on sent que c'est hyper actif, il y a beaucoup d'intérêt. Et on voit aussi les ayants droit qui commencent aussi à se réveiller, à vouloir leur part du gâteau. Donc la NBA qui met de l'equity, MLS qui met de l'equity, Sapphire avec City Football Group. Ils ont compris en fait que l'upside, il allait beaucoup côté investisseurs et que eux, vous avez vu le PSG qui a lancé ses PSG Labs, ils vont bientôt sûrement annoncer qu'ils vont faire aussi de l'equity derrière dans quelques mois. Donc c'est une trajectoire aussi. Donc on va dire que le sport se porte plutôt bien. Par contre, il faut penser à qu'est-ce que je fais ou mes outils, mes produits en dehors du sport. Parce que sinon, vous n'allez pas être intéressant et ce n'est pas là que vous allez avoir l'intérêt des investisseurs, parce qu'ils ont besoin de dérisquer aussi. Merci beaucoup JB. Avant de clôturer, j'aimerais savoir si dans l'audience, on a quelques questions à poser à notre panel. Je vais demander si vous pouvez transmettre le micro. Merci. Je crois que ça marche.
Bon, merci bien. C'était vraiment très, très enrichissant comme intervention de la part de l'Assemblée. Moi, j'aurais juste une petite question sur aussi l'utilisation de ces datas. L'idée, c'est qu'actuellement, c'est un peu l'âge d'or de la data et de l'intelligence artificielle dans le sport. Il y a même des grandes institutions qui s'intéressent à ça, par exemple la FIFA. Il y a quelques années, ils ont fait ce qu'ils ont appelé une petite Coupe du Monde des providers, pour tous les data providers qu'ils peuvent créer, que ce soit sur du tracking ou de l'events, mais surtout sur l'events. L'idée, c'était de taguer un match. Et l'outcome de ce petit exercice, c'est que tous les providers n'ont pu se mettre d'accord que sur une seule statistique, qui était le nombre de buts marqués. Ce qui n'est pas très réjouissant. C'est pour ça que la FIFA, ils ont aussi travaillé sur le Football Language Center. Comme ça, c'est ça, le FIFA Football Language, pardon, pour pouvoir homogénéiser et standardiser les appellations et aussi avoir une base de vérité. Ma question, c'est que, étant donné qu'on a plusieurs providers qui peuvent avoir des informations différentes, est-ce qu'il y a aussi un effort qui devrait être fait au sein des fédérations ou des clubs pour la formation et le recrutement de data scientists ou data engineers qui pourront faire l'interprétation de ces données? Parce que je ne pense pas qu'un coach, avec tout le respect que j'ai pour eux, pourront travailler sur de la data brute. Et ça va aussi les empêcher de travailler avec des rapports génériques qui peuvent dire tout et n'importe quoi, parce qu'il y a forcément une vision. Donc ma question, c'est dans ce sens, est-ce qu'il faut ce travail où il y aura une formation et un recrutement des gens qui pourront consommer et mettre de la valeur ajoutée à cette data? Merci beaucoup. Qui peut répondre? Vas-y. Donc, merci pour la question et elle est pertinente. Alors effectivement, donc ça c'est un des grands problématiques qu'on a aujourd'hui avec l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le sport et donc dans le football en particulier. Et c'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé des cas d'usage. Les cas d'usage sont très importants. Et vous allez parler de lexique ou de dictionnaire, donc ça dépend chacun comment il l'appelle. Mais typiquement, une passe-langue, c'est quoi? D'accord? Elle a beaucoup de significations en fonction des clubs, des fédérations, des directions techniques nationales, etc. C'est quoi un tacle? Un tacle réussi, un tacle qui n'est pas réussi. C'est quoi un tir cadré? D'accord? Même quand on parle du pitch, d'accord? Comment on va diviser, d'accord, le stade? Couloir, c'est quoi la surface décisive? D'accord? Donc il y a toutes ces notions-là où il faut faire très attention quand on va prendre une application d'intelligence artificielle. Parce qu'il faut que cette application d'intelligence artificielle puisse analyser exactement ce qu'on est en train de chercher, d'accord, comme statistique. Parce que sinon, ça va avoir des statistiques qui n'ont rien à voir, d'accord, avec la politique de la direction technique nationale, d'accord, ou ce que les coachs attendent, etc. Ce qu'il faut faire, c'est bien évidemment, quand on prend une application, c'est de s'asseoir avec le fournisseur de cette intelligence artificielle pour se mettre d'accord sur ce lexique. Alors, il y en a beaucoup qui ont pris, comme vous avez dit, d'accord, le dictionnaire de la FIFA. Mais là, pour moi, ce n'est pas satisfaisant, d'accord, quand on veut faire de la performance du haut niveau, d'accord, lorsqu'on est une fédération établie, d'accord, qui a ses lignes directrices, qui a ses philosophies de jeu, d'accord. Et ça, c'est important de benchmarker les intelligences artificielles, de savoir quelle intelligence artificielle est capable de s'adapter plutôt qu'une intelligence artificielle qu'on va prendre sur étagère et consommer. Merci beaucoup. Je pense qu'on est arrivé à la fin, on est un peu pris par le temps. Par contre, je vous invite à se reconnecter juste après autour d'un café, si vous voulez bien. Et je laisse 30 secondes à tout le monde pour un mot de clôture, si vous voulez bien. Enfin, JB. Je suis désolé parce qu'on est pris par le temps, mais on peut tous discuter après. Très rapide, s'il vous plaît. Un mot de clôture. Tu m'as ramené 10 ans en arrière quand je bossais à l'UEFA pour les discussions qu'on avait sur la nomenclature avec la FIFA. Pour la faire courte, le problème c'est que le foot et les ayants droit ont laissé ce pouvoir-là de définir le foot dans les mains des services providers et qu'aujourd'hui il y en a différents et que ça va être très dur de s'harmoniser. Donc c'est aujourd'hui ce qu'on se rend compte au niveau ayant droit et donc les clubs, les fédérations, les ligues,
c'est le moment un peu de reprendre le contrôle, de se remettre dans le driving seat et vraiment d'imposer sa nomenclature vis-à-vis du business et pas l'inverse. Sauf que pendant 30 ans, on ne l'a pas fait. Maintenant, on est en train de se rendre compte de la valeur que ça a et on le fait, quoi. Voilà. Merci. Tariq, rapidement. J'ai pas de mot de la fin, je vais tout simplement dire une chose. C'est que le début. Hein. C'est que le début. C'est que le début, mais je pense que ça va passer par la personnalisation, comme Adnan l'a dit, des métriques. Oui. Il n'y a pas 2 entraîneurs, 2 clubs, 2 fédérations qui veulent la même chose. Et si l'IA peut se rendre là, on aura tout compris et Merci. les coachs pourront l'utiliser. Alors peut-être en mot de fin, je pense qu'il faut que le sport continue à être une confrontation du physique et du tactique. Et il ne faut pas que ça soit, d'accord, les matchs, il ne faut pas que ce soit une confrontation entre les technologies. Donc on en a parlé, je pense que la dose de l'humanité, d'accord, c'est un gros mot, mais je pense qu'il a tout son sens dans le sport. Il faut qu'elle soit bien, d'accord, dans tout ce qui est compétition et que l'intelligence artificielle, la data, aide et ne peut pas jamais se substituer à l'être humain. Merci beaucoup. Merci vraiment. C'est le début du débat. Ça fait que commencer. Préparez-vous. L'IA n'est pas une nouvelle technologie, c'est plus une arme stratégique. Et il faut en faire bon usage. Merci beaucoup pour votre présence et à très bientôt.